Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour Nathan Dever. Bonjour Elliot. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Très bon. Et vous? Parfait, excellent. Téléphone un peu moins, mais moi, parfait. Joseph Touvenel, ravi de vous retrouver. Bonjour. Alors je suis toujours honnête avec les téléspectateurs, je vous ai découvert ce week-end sur le plateau de CNews et je vous ai trouvé excellent et donc je me suis dit il faut absolument qu'ils viennent dans l'heure des pros. Donc c'est un plaisir. Je suis bon que le week-end et nous sommes... Ah bah alors attendez, on va essayer de dire... Alors bonjour à tous, nous sommes dimanche, si ça peut vous rassurer. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. Peut-être en deux mots, qu'est-ce que Capital Social? C'est un nouveau magazine trimestriel qui traite de l'économie et du social avec un angle particulier. On en avait ras-le-bol à quelques-uns de voir en gros... Pour les uns, c'était la lutte des classes et l'argent, c'était forcément mal. Et pour les autres, l'argent, c'est le meilleur, il faut l'adorer. Nous, on pense qu'il faut associer les deux et qu'on peut marcher ensemble et qu'on est plus intelligent. Et c'est pour ça que dans la revue, il y a des syndicalistes, des patrons, des indépendants qui écrivent. On est plus intelligents ensemble que les uns contre les autres. Ça s'appelle en gros le bien commun. Et vous êtes déjà fait pour cette émission parce que j'ai demandé 2 mots, vous en avez fait 30. Et c'est exactement ce qu'il faut faire sur cette émission. Merci Joseph. Maître Gentillet, merci d'être avec nous. Vendredi, vous avez réussi à nous éclairer sur toutes les zones d'ombre concernant l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen. Pourquoi le tribunal administratif a décidé de retoquer son expulsion? Et vous allez faire de même aujourd'hui, parce qu'on a de nouvelles informations. Et plus on avance, moins on comprend, si je puis dire. C'est un peu ça le problème. Et puis, merci à vous, Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. On vous a régulièrement en Skype ou en FaceTime, mais c'est toujours plus agréable de vous avoir en plateau. Peut-être une image tout de suite, puisque c'est en direct. Gérald Darmanin, qui est sur place à Marseille. Il s'y rend ce lundi pour une cérémonie d'accueil des 65 policiers nationaux affectés dans les Bouches-du-Rhône. Alors, on garde l'image en direct, bien évidemment. Les déplacements des membres du gouvernement à Marseille, ils s'enchaînent. Il y en a eu plusieurs. Reste désormais à savoir s'il y a des résultats. Et cette émission qu'on va faire aujourd'hui, on va beaucoup parler de sécurité, malheureusement. J'aimerais qu'on ait des sujets plus légers. Mais la sécurité est au cœur de notre actualité aujourd'hui. Que ce soit pour les rodéos urbains, que ce soit la délinquance à Marseille, la délinquance à Nice, l'alerte d'Éric Ciotti. Donc on va voir tout cela ensemble dans la première heure. On fait un point sur l'info puisqu'il est 9h et on commence les débats. Une quinzaine d'individus ont pris pour cible des policiers cette nuit à Sevran, en Seine-Saint-Denis, piégés dans un guet-apens. Ils ont été victimes de jets de pavés et de tirs de mortier. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de LBD et des jets de grenades lacrymogènes. Après une demande de renfort, la situation est redevenue calme. Au total, 3 policiers ont été légèrement blessés. La trêve entre le djihad islamique et Israël semble être respectée ce matin. Elle a officiellement commencé cette nuit grâce à une médiation de l'Égypte. Elle intervient après 3 jours d'hostilité ayant coûté la vie de 44 Palestiniens. Il s'agit de la pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis la guerre éclair de l'année dernière. Londres restitue au Nigeria 72 objets d'art. Ils avaient été pillés pendant une incursion militaire britannique en 1897. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une demande formulée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria. La France avait quant à elle restitué près de 25 artefacts au Bénin en novembre dernier. L'équipe de France de basket s'impose face aux Pays-Bas 89-65. Elle lance donc parfaitement sa préparation à 3 semaines du début de l'Euro. Il leur reste encore 5 matchs dont 2 qualificatifs pour le Mondial de 2023 avant la compétition. Prochain rendez-vous le 12 août face à l'Italie. Voilà pour le point sur l'information. Vous savez, vous en avez l'habitude dans l'heure des pros. Habituellement, c'est Audrey Berthaud qui fait le journal. Elle est en vacances, c'est son anniversaire. Donc on peut quand même lui souhaiter un joyeux anniversaire à Audrey Berthaud. Je ne suis pas sûr, puisqu'elle est en vacances, qu'elle nous regarde ce matin. Je pense que cette soirée était un peu festive. Et c'est bien normal, c'était son anniversaire. Voilà pour le sourire. Et parlons d'un sujet qui est malheureusement dramatique. Voilà des mois que sur ce plateau, nous parlons des fléaux et du fléau des rodéos sauvages. Des mois que les policiers, que vous, nous expliquez que la doctrine pour appréhender les délinquants est bancale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir sur le fait que la justice n'est pas assez ferme. Ça fait des mois qu'on en parle. Et j'aurais préféré, parce qu'on alertait en disant il va y avoir un drame, j'aurais préféré qu'on ait 1000, 10 000, 100 000 fois tort. Mais ce qui s'est passé vendredi soir, malheureusement, nous donne raison. Voilà donc 2 enfants qui jouaient en bas de leur immeuble dans le Val d'Oise à Pontoise. Ils ont été fauchés par une moto dans un quartier sensible. La petite de 10 ans se trouve entre la vie et la mort. Et vous allez voir ce sujet parce que les habitants n'en peuvent plus.
Et dans le sujet, ils parlent à visage découvert, mais beaucoup nous ont parlé à visage caché parce qu'ils ont peur de dire la vérité, de peur de représailles. Voilà dans quel contexte et dans quelle situation on est dans certains quartiers en France. Vous voyez le sujet donc de la rédaction de CNews. 2 jours après ce terrible drame, les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés. C'est toujours des drames qu'on aimerait ne pas entendre. Là encore, j'espère que ces enfants s'en sortiront sans trop de dommages collatéraux. Je m'attristais comme tout le monde, les pauvres gamins. Ils ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants. C'est triste, c'est triste. Pour aider les habitants à surmonter le drame, plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès. De très nombreuses personnes affluent depuis son ouverture. Elles sont pas bien, elles veulent voir le psychologue. Moi, en tant que maman, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça aurait pu être moi, parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là. Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvage dans leur quartier et attendent plus de contrôle de police dans leur ville. Avant de commencer le débat, on va écouter le témoignage. Et je vous disais que cette actualité est très lourde. On va écouter le témoignage de la mère de cette fillette qui aujourd'hui lutte pour la vie, qui est toujours hospitalisée. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Elle a été interviewée par nos confrères d'RTL. J'étais à côté, on est en train de marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum! Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, ma fille, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée. Elle bouge pas, j'ai pensé qu'elle était morte. On m'a dit que son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On l'a mis dans coma artificiel. Souvent, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lieu pour que tous les enfants jouent. C'est pas le lieu pour courir la moto. C'est pas. J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Jusqu'à quand on va accepter ce genre de témoignage, ce genre de drame, Pierre Gentil ? Eh bien, ça va continuer malheureusement, tant qu'on ne prendra pas le sujet à bras-le-corps et surtout tant qu'on ne posera pas le bon diagnostic. Ensuite, moi, si vous voulez, je me méfie beaucoup. C'est-à-dire que là, la crainte que j'ai, c'est que le politique réagisse mal. Et souvent, qu'est-ce que fait le politique pour mal réagir ? Il fait une loi. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait juste appliquer les lois. Vous savez, en 2018, il y a une loi qui est passée en août 2018, justement, en août. Je crois même le 3 août de mémoire. Oui. 3 août. Sur les rodéos urbains, d'accord ? Les rodéos urbains, c'est sanctionné par la loi. Ouais, mais on va y venir dans un instant. C'est 1 an de prison et 15 000 euros. Et la confiscation. Et donc ça veut dire qu'il ne va jamais en prison, la personne. Vous avez compris que c'est un problème qui est plus large. Mais faire appliquer la loi Elliott-Deval, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une condamnation effective. Et ça veut dire aussi des places de prison. Je suis désolé, on en reviendra toujours là. Nous avons des profils qui sont des profils multirécidivistes. Et des gens qui, en plus, comme ils savent qu'ils ne seront pas condamnés, n'ont aucune crainte et sont dans la plus totale impunité. Mais quand vous savez que c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, et que vous savez que vous ne ferez jamais cette année de prison... pas la peine. Bon, bah alors. Mais on y viendra dans un instant, évidemment. Je me tourne vers vous, Denis Jacob. Vous alertez depuis des mois, voire des années, sur les rodéos sauvages. Oui, des années. D'ailleurs, c'est parce que les policiers pointent la problématique des rodéos et qu'on a fait part du mécontentement des policiers par rapport à leur incapacité de faire leur travail, qu'on a eu une loi en 2018. Parce que concrètement, ça se passe comment sur le terrain ? C'était pas suffisant, cette loi, parce qu'avant de parler de prison, il faut déjà arriver à les interpeller. Déjà. On peut parler de prison, de peine, de durcir la peine, de plus de sanctions pénales. Il faut déjà les interpeller. En 2021, nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu des parlementaires qu'il y ait des saisies et des destructions systématiques des véhicules. C'est-à-dire qu'on ne restitue plus. Avant, on restituait le véhicule. On venait le récupérer au commissariat, on le restituait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous demandons, ça, c'est pas encore mis en place, le renforcement de la possibilité d'utiliser les caméras de vidéosurveillance. Vous avez des maires qui veulent même pas avoir de caméras de vidéosurveillance. Et de sanctionner systématiquement le relais de ces rodéos sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas sanctionné, c'est-à-dire qu'on diffuse impunément les exactions de ces délinquants et c'est à celui qui fera plus que l'autre. Donc il y a une surenchère. Et moi, je vais être très clair. Aujourd'hui, si on ne donne pas la possibilité aux policiers de faire leur travail, ça continuera. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on prend une loi en 2018,
On a des instructions du ministre de l'Intérieur en 2021 par une note qui est très claire, qui dit qu'il faut mettre un terme au rodéo sauvage. Et parallèlement à cela, vous avez une note de la Direction centrale de la sécurité publique, c'est la note 89, qui a été publiée en août 2020 et qui interdit de procéder aux poursuites de personnes qui font des rodéos ou des personnes qui commettent un refus d'obtempérer. Pourquoi ? Parce que l'administration c'est peut-être un mot un peu fort, mais... Non mais allez-y, on parle en toute honnêteté ici. L'administration se couvre, elle sort le parapluie, parce qu'on sait que si un policier va poursuivre un individu en moto et que l'individu se tue en moto, eh bien on va connaître quoi ? On va connaître Villiers-le-Bel en 2005, on va connaître des violences urbaines, et puis il va y avoir la finalité, c'est qu'on a peur. La sécurité juridique. Voilà. C'est que l'administration a peur. Donc l'administration ne veut pas prendre de risque d'avoir des quartiers à feu, comme on l'a connu en 2005 et en 2007. Et puis, moi je dis aussi, elle ne prend pas de risque aussi pour ne pas exposer nos collègues. Parce que nos collègues, s'ils tuent quelqu'un ou le fait de le poursuivre, même si l'individu se tue tout seul en échappant à la police, on va mettre en cause les policiers. C'est les policiers qui vont être mis en garde à vue. C'est les policiers qui vont être taxés de violences policières, d'assassins. La police tue, vous savez, c'est un slogan politique qui est pris depuis des années maintenant. On renverse le problème, c'est-à-dire que les délinquants, c'est des policiers. Par une minorité, très active, très bruyante. Par une minorité, mais c'est ça qu'on entend le plus. Les Français soutiennent les forces de l'ordre. Et moi je dis, si on ne fait rien, ou en tous les cas, si on se contente de ce qui existe en France, eh bien, moi, j'appelle aujourd'hui, solennellement, le ministre de l'Intérieur, nos parlementaires, alors on disait, il ne faut pas encore légiférer, mais qu'on donne les moyens aux policiers de faire comme en Angleterre. Non, mais c'est-à-dire, attendez Pierre, ça veut dire quoi comme en Angleterre ? C'est-à-dire que quand vous avez un individu qui essaye de se soustraire à un refus d'obtempérer, vous avez certainement vu les images, eh bien, les policiers utilisent leur véhicule pour neutraliser l'individu, pour le mettre au sol. Alors c'est peut-être excessif, peut-être trop répressif, autoritaire, mais aujourd'hui, on constate que ni la prévention ni la dissuasion apportent de l'effet. Donc, à un moment donné, s'il faut parler de répression, il faut parler de répression. Mais aller dans des quartiers où vous avez des individus qui se livrent à des rodéos, on arrive sur place, on ne peut pas les interpeller, on ne peut pas les contrôler, les identifier, parce que souvent, ce sont des motos qui sont soit volées, pas immatriculées, donc inidentifiables. Et donc, les policiers, ils font quoi ? Ils rentrent au commissariat et puis ils font une main courante pour dire qu'ils y sont allés et qu'il n'y a rien eu derrière. Si je peux résumer votre discours, et dites-moi si je me trompe. Vous alertez depuis des années. Oui. Ce sujet n'est pas ou peu traité, parce que considéré par la Doxa pas suffisamment intéressante. Et ensuite, l'administration n'intervient pas suffisamment fermement, par crainte, entre guillemets, que certains quartiers ne s'embrasent. Donc, excusez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un manque de courage. Résultat, je ne dis pas le contraire, regardez, je vais donner les chiffres. Bien sûr. Des interventions, les condamnations, des interpellations. Je le dis, les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1400% depuis 2018. Mais ça reste insuffisant. C'est un fait. C'est un fait. Mais quand la peine, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, ça veut dire que la personne qui fait le rodéo urbain, c'est l'exception, celui qui va en prison, ça n'est pas normal. Résultat, on a une fille de 10 ans qui jouait en bas de son immeuble et qui est entre la vie et la mort. Et tout le monde en parle maintenant parce qu'il y a ça. C'est exactement, Elliot, le même débat pour ceux qui agressent les représentants de l'État. Il ne doit pas y avoir de consensualité, il doit y avoir de la fermeté. On ne peut pas accepter que dans ce genre d'affaires où des individus s'en prennent aux policiers, eh bien qu'on voit les auteurs condamnés à des travaux d'intérêt général ou à des peines de sursis. C'est plus acceptable aujourd'hui. Ce que vous dites, et c'est du bon sens. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est aussi du courage. Parce que la bien-pensance va vous dire, mais il est complètement fou, c'est un extrémiste. Nathan Devers. Ce drame de Pontoise, comme vous l'avez dit, était en effet éminemment prévisible. Et c'est ça qui est en fait insupportable dans ce qui est arrivé. Le constat surtout qu'en fait, dans un quartier, la vie des habitants peut être pourrie par 10, 15 personnes. 15 personnes peuvent suffire à répandre littéralement la terreur, c'est-à-dire que des mères vont dire à leur enfant ne va pas jouer en bas de l'immeuble, ne sors pas, etc. C'est plus que 15 personnes, mais je vois ce que vous voulez dire. Je veux dire 15 personnes suffisent à répandre la terreur. Il peut y avoir plus. Vous avez entièrement raison. Juste une chose, vous savez qu'il y a eu un précédent historique à ces questions de rodéo urbain. Je le lisais dans une analyse très intéressante d'un journaliste qui s'appelle Gilbert Roy, et qui rapportait que dans les années 70, il y avait énormément de rodéos sauvages, notamment dans la ville de Rungis, en France. Et que Giscard
Giscard avait eu une réaction qui avait avec une vingtaine de morts quand même, c'est beaucoup. Et Giscard avait eu une double réaction qui avait permis de mettre un arrêt immédiat à ce problème. Premièrement, il avait pris des mesures policières d'arrestation des motards extrêmement sévères, avec des sanctions très sévères. Et deuxièmement, il s'était dit, finalement, ces gens-là, il y a parmi eux des personnes qui sont en effet extrêmement malveillantes, qui sont là juste pour répandre la terreur, etc. Il y en a peut-être qui aiment la moto. Et il avait fait construire un circuit dans le nord de Paris, qui s'appelle le circuit Carole, qui existe toujours, en disant on va encadrer cette pratique dans un cadre légal, et comme ça, tout ce qui est en dehors de ce circuit, tout ce qui est en dehors de ce cadre légal, de cette limitation, sera réprimé extrêmement sévèrement. Peut-être que ce diagnostic de Giscard d'Estaing n'était pas inintéressant. Quel regard vous portez sur ce sujet, Joseph Touvenel? Et on ira voir David Lebars dans un instant, secrétaire général SCPN UNSA. Il y a 3 choses qui ont été dites. La première, des lois existent, il faut les appliquer. Ça paraît évident. La seconde, c'est qu'on laisse la police faire son travail et que la hiérarchie prenne ses responsabilités. Et dans la police, vous le savez mieux que moi, vous l'avez dit, bien souvent, ce n'est pas le cas. La troisième, peut-être aussi que pour les officiers de police judiciaire, on leur fasse faire un peu moins de paperasserie parce qu'ils ont beaucoup de travail. Et ils passent beaucoup de temps à faire de la paperasserie plutôt que sur le terrain. C'est un problème majeur qui ne touche pas que les rodéos, mais qui touche largement. C'est un très bon point ce que vous dites. Dites-moi si je me trompe, Denis Jacob, mais si sur le PV, je me trompe d'heure, demain je suis policier, j'interpelle un homme qui a commis le rodéo sauvage, je me trompe d'heure sur le PV. Il ressort. Le vice de procédure, il est remis en liberté. Je me trompe de 2 heures, vice de procédure, il ressort. Et c'est terminé. La troisième chose, c'est que le problème, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que si on arrive à faire supprimer les rodéos urbains, ça recommencera par autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a une jeunesse, une partie de la jeunesse. D'abord, j'ai entendu les témoignages, et ceux qui étaient masqués dans la cité, c'était que des femmes. Où sont les pères? Vous pouvez m'expliquer où sont les pères? Où est l'autorité paternelle? L'autorité du père ou de la mère, ça revient au même, Joseph. Exactement. Il y a des études qui sont faites très précisément. Ce sont 2 autorités. Ce qui me choque, c'est que ces femmes-là ou ces hommes-là sont obligés de parler à visage couvert, caché, où on change la voix parce qu'ils savent que le lendemain, ils vont être agressés parce qu'ils ont témoigné. Parce qu'on va considérer que c'est des lâches, que c'est des collabos parce qu'ils ont témoigné, et qu'aujourd'hui, nous, et je le dis à chaque fois, nous, Joseph Touvenel, on est des privilégiés. D'autorité familiale. Sur ce plateau, Joseph Touvenel, on est des privilégiés. C'est-à-dire que ça nous arrive, ce qui arrive, les premières victimes de ces rodéos urbains, ce sont les personnes qui habitent dans ce quartier, les habitants. Donc évidemment, on pourrait dire ça ne nous intéresse pas, c'est un sujet qui fait le jeu des extrêmes. Mais je pense qu'il faut faire le schéma inverse. Comment ça David Lebars, je vous coupe parce que David Lebars nous attend. Comment ça m'intéresse? On va parler de Marseille. Marseille, je me suis occupé des jeunes à Marseille. Je sais ce que c'est que les jeunes à Marseille, je sais ce que c'est les jeunes en bord de délinquance, et on ne fait rien pour les aider réellement. On balance du fric, mais ce n'est pas l'argent qu'il faut balancer. Il faut s'occuper humainement et les encadrer humainement en leur permettant de vivre des aventures, ce qui aujourd'hui est interdit. Quand je m'ennuie dans la cité, la réponse, je fais des conneries. On va parler de Marseille dans un instant, et on pourrait remettre l'image de Gérald Darmanin qui est actuellement à Marseille, qui prend part ce lundi à une cérémonie d'accueil des 65 policiers nationaux affectés dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire qu'on renforce les effectifs de police. On va voir si ça va permettre d'endiguer le phénomène de délinquance et le trafic de drogue à Marseille. C'est, je crois, si je ne m'abuse, la ville la plus criminogène d'Europe, Marseille aujourd'hui. Donc c'est une urgence absolue, et encore une fois, c'est une urgence pour les habitants. Les premières victimes de cette délinquance, ce sont les habitants. David Lebars, vous avez certainement entendu le début du débat. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général, c'est SCPN UNSA. Ce qui s'est passé à Pontoise est tristement, dramatiquement, était prévisible en quelque sorte. Alors c'est l'horreur, et là-dessus on va tous être à l'unisson, et ensuite il va falloir regarder les choses avec un tout petit peu de recul. J'ai entendu ce qui a été dit sur ce plateau, c'était prévisible et ça devait arriver et ça se reproduira. Qu'est-ce qu'on a? Moi je pense qu'avant de chercher des solutions, et vous savez bien que tout ça sera très complexe, il faut déjà dire les choses, et je vais vous les dire avec fermeté. Les gens qui commettent des rodéos, le profil de celui qui est sur une moto, c'est un petit voyou multiréitérant de 15 à 20 ans, que ce soit à Pontoise ou ailleurs, sauf exception. Et ce sont des gens qui, en premier lieu, défient les lois de la République. Et j'entendais la proposition de créer des circuits. Vous savez, les circuits, c'est pour ceux qui voudront faire du sport. Or, ces petits voyous, qu'est-ce qu'ils veulent?
ils veulent se voir, ils veulent se montrer, ils veulent en mettre plein la vue, et ils en ont rien à faire à la fois des lois, mais ils en ont rien à faire des riverains, leurs propres parents, leurs propres familles, et ils en ont rien à faire des gens qui circulent sur la voie publique. Donc c'est sur ces gens-là qu'il faut travailler. Comment il faut travailler sur ces gens-là? Moi, j'ai dirigé un commissariat, vous le savez, en Seine-Saint-Denis, où ce genre de voyous se permettait de tourner en moto autour du commissariat, sans casque, en nous faisant des doigts d'honneur. Et qui doit être courageux? J'ai aussi entendu sur le plateau. C'est pas l'administration qui doit être courageuse, parce que l'administration, si elle l'est, une fois qu'on aura des collègues qu'on enverra au carton, c'est ces collègues-là qui se retrouveront en justice. Ceux qui doivent être courageux, c'est les députés. Alors je suis assez d'accord, il y a beaucoup de lois, il faudra déjà les appliquer, sauf qu'on va être lucides les uns les autres. Il n'y a pas les places de prison, et si elles y sont pas, c'est que les peines les plus graves, et c'est gradué. Ah, malheureusement, ça a coupé. On va essayer de reprendre la connexion avec David Lebar. Ce que je vous propose, c'est qu'on jongle aussi avec ce qui se passe donc à Marseille et ce discours de Gérald Darmanin. Il y a quelques instants, il avait des mots assez forts, si je comprends ce qu'on me dit en régie, c'est-à-dire qu'il tente de rassurer les forces de l'ordre. On l'écoute quelques instants et on débriefe cela ensemble. Nos enfants sont agressés à l'école et où eux-mêmes connaissent les cambriolages et les difficultés de la vie. Il y a rarement des points de deal près des endroits où les maisons sont les plus belles. Vous êtes là, vous êtes l'État, vous êtes le service public, là où les gens n'ont pas les moyens de se protéger. Et c'est ce qui fait la beauté de votre mission. À chaque fois que vous interviendrez, vous protégerez la femme qui, malheureusement, vit sous les coups de son mari, la jeune fille qui ne peut pas aller sortir ou travailler à 22 heures dans les transports en commun, le petit garçon qui a été violenté, l'ouvrier à qui on a pris sa voiture ou on a brûlé en signe de représailles, la personne âgée qui ne peut pas rentrer dans son immeuble parce que d'autres personnes qu'en uniforme demandent des pièces d'identité. Votre travail est de protéger les plus faibles d'entre nous. Et n'oubliez jamais que quand quelqu'un vient au commissariat, quand quelqu'un compose de 17, quand quelqu'un vous appelle, ça pourrait être votre mère, votre père, votre frère, votre Voilà sœur. pour Gérald Darmanin, les premiers mots de Gérald Darmanin à Marseille, donc, puisqu'il renforce les effectifs de police, 65 policiers nationaux supplémentaires. Il y a les mots, encore une fois, le constat il est là, mais on attend les actes, Pierre Gentillet, c'est ça qui est... Mais oui, on attend les actes, mais surtout on attend les bons diagnostics. Je vais me répéter encore 1 milliard de fois, mais vous aurez beau mettre 60 policiers, 100 policiers, 200 policiers, 1000 policiers, 100 000 peut-être, à Marseille. Vous avez les moyens, ça si vous en ne mettez changera 100 000. pas le fond du sujet. Nous avons des profils qui sont des profils multirécidivistes, des gens qui n'en ont, pardon l'expression, rien à faire, mais rien à faire de la police, qui n'ont pas peur de la police. Ils ont bien plus peur, je dirais en cité, du délinquant, du caïd, que de la police. Parce que l'autorité là-bas, ce n'est plus la police. Donc il faut poser les bons diagnostics. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de la police ? Pas parce que la police ne peut pas faire usage de... Enfin, effectivement, on ne peut pas souvent faire usage de son arme. C'est parce que derrière, il n'y a pas la sanction pénale qui va avec. Voilà, c'est... Pardon, vous me dites ? Je dis, c'est pas ce qu'on demande, de pouvoir utiliser... Non, mais je ne préjuge pas ce que vous dites. Je dis simplement qu'il va falloir arrêter avec... Moi, ça fait un an que Darmanin nous dit... On va mettre plus d'effectifs. Gérald Darmanin. Mais c'est à son collègue Dupond-Moretti maintenant au gouvernement qu'il voit tous les mercredis qu'il faut parler. Excusez-moi, vous m'avez dit Éric Dupond-Moretti. Oui, Éric Dupond-Moretti. Parce que vous l'appelez Dupond-Moretti. Ah oui, Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti. Bon, si vous voulez. Je vous appelle Pierre Gentillet. Bien sûr. Vous savez quand est-ce qu'on ne prononce pas les prénoms quand les gens sont morts. Vous avez raison. On va peut-être éviter de dire ça. Voilà. Mais non, mais c'est à Éric Dupond-Moretti qu'il faut qu'il s'adresse. C'est à Éric Dupond-Moretti qu'il faut demander des constructions de places de prison. C'est à Éric Dupond-Moretti qu'il faut demander plus de sévérité sur... Mais Éric Dupond-Moretti, c'est celui qui disait qu'il y a un sentiment d'insécurité. Pierre Gentillet, c'est le ministre de l'Intérieur qui, il y a 2 ans, parlait de sentiment d'insécurité, qui disait que la France n'est pas un coup-de-gorge. On va parler de Nice dans un instant. Vous avez Éric Ciotti qui pose un bilan sur le mois de juillet. Je vais essayer de retrouver en urgence les chiffres sur Nice. Mais c'est terrifiant ce qui s'est passé à Nice. 14 blessés à l'arme blanche, 1 blessé par arme à feu, 60 blessés suite à des rixes. C'est une des villes de Marseille, c'est une des... Non, là c'est Nice. Là c'est Nice. Les Bouches-du-Rhône, c'est un des départements, pour ne pas dire le département, dans lequel il y a plus d'homicides entre 2010 et 2021. Restons juste sur les rodéos sauvages, puisqu'on parlait de la sanction pénale.
je le répète, 1 an de prison, 15 000 euros d'amende si vous êtes interpellé. Mais c'est même pas si vous êtes interpellé, pardonnez-moi. C'est la sanction la plus lourde qui peut être Oui, n'oublions jamais, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Donc ça veut dire qu'une personne qui fait un rodéo sauvage, celui qui va en prison, c'est l'exception. On voit le sujet et on en parle juste après. Des moteurs de motocross ou de quad qui vrombissent en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus. Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéo. Si le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien, s'il y a un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse ou pire dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement, avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue sans aucun souci. Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Le pire dans tout ça, c'est le manque de sévérité. Et de l'État et de la réponse pénale, bien évidemment. Et c'est le décalage qu'il y a avec ce que veulent les Français. On avait fait un sondage en mai dernier. À la question, doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages ? 96% des Français répondent oui. 3% répondent non. Et dans le détail, vous avez, même à gauche, sympathisants LFI, PS et les Verts, c'est respectivement 94, 96 et 100%. Ce qui d'ailleurs assez éloquent. Oui, et ce qui est éloquent, c'est que les sympathisants les moins intéressés par le sujet, ou en tous les cas, c'est le Rassemblement national avec 93%. Donc les Français demandent... Non, mais ce qui est intéressant, Pierre Gentillet, c'est que les Français demandent que ce fléau cesse. Évidemment, on ne peut pas l'éradiquer complètement. Mais si vous dites aujourd'hui, c'est 5 fois plus grave, c'est-à-dire c'est pas 1 an de prison, c'est vous allez casse-prison directement, je pense que ça réduirait un peu le problème. Je suis même pas sûr. Ah bon? Non, on part en publicité, on arrête d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais combien d'années de prison vous mettez pour un rodéo? J'en sais rien, je suis pas... non, mais c'est le sujet. Parce que si vous mettez une petite peine à 5 ans de prison, regardez, on multiplie par 5. Par 5, Elliott Deval. Ils n'iront pas en prison, ou ils iront très peu en prison, et il y aura des peines alternatives, parce que nous n'avons plus de passe en prison. Vous voyez? La publicité, on revient dans un instant. La solution, c'est la prison. La publicité. Voilà. Quasiment 9h30 sur CNews, la suite de l'heure des pros avec Nathan Dever, Pierre Gentillet, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, et Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. On est également avec David Lebars en Skype, qui est secrétaire général SCPN UNSA. On fait le point sur l'information, on parlait des rodéos sauvages il y a un instant avant la publicité, et cette actualité qui est dramatique, je le rappelle donc, puisque dans le Val d'Oise, 2 jeunes garçons et une jeune fille, un jeune garçon ont été percutés par un individu au guidon de sa moto vendredi, et que cette jeune fille de 10 ans lutte pour la vie. On fait le point sur l'info et on continue le débat. Le lait va-t-il manquer en France? La FNSEA tire la sonnette d'alarme à cause de la sécheresse. Les vaches ne peuvent plus manger dans les prés. Les éleveurs sont donc contraints d'utiliser le fourrage initialement prévu pour l'hiver. Résultat, ils ne savent pas s'ils pourront nourrir leurs bêtes dans les mois qui viennent. Un problème qui aura des répercussions sur la production de lait. Les arrestations se poursuivent dans le cadre de l'affaire de l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un 3e individu a été interpellé. Il s'agirait d'un Algérien en situation irrégulière de 21 ans. Il a été placé en garde à vue avant d'être écroué. Pour rappel, 2 autres suspects, eux aussi en situation irrégulière, avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. Il faut en faire plus, c'est ce que demande le président du Mexique aux secouristes qui tentent toujours de sauver les 10 mineurs coincés sous terre. Depuis mercredi, ils sont piégés après l'effondrement de 3 puits de charbon dans le nord-est du pays. Près de 400 sauveteurs sont mobilisés. Ils ont installé une vingtaine de pompes submersibles pour vider l'eau présente dans la cavité à cause d'une inondation, mais les experts redoutent de nouvelles infiltrations.
Voilà pour le point sur l'information. David Lebars, la connexion a coupé juste avant la publicité. On revenait sur ce fléau que sont les rodéos urbains. On expliquait autour du plateau que ça fait des mois, voire des années que vous alertez, que nous, on relaie vos alertes sur ce plateau et que vous n'êtes pas écoutés. C'est-à-dire qu'il faut une... Alors, pardonnez-moi, je vous coupe, puisque justement, Gérald Darmanin parle des rodéos urbains. Qui viennent tuer, qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants, comme on l'a vu très récemment dans le Val d'Oise. Et je veux dire ma totale désapprobation et ma grande fermeté devant ce phénomène que je qualifie de criminel. Il y a eu depuis 2 mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies. Les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment ces motos, ces quads, ces voitures. Et 20 000 contraventions. J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables. Concernant l'imam, M. Darmanin, votre décision de faire appel devant le Conseil d'État, on apprend qu'il est fiché depuis 18 mois, c'est une motivation supplémentaire pour demander son expulsion du territoire? D'abord, je voudrais dire que mon travail à moi, c'est de protéger les Français. Les protéger contre l'insécurité, mais les protéger aussi contre les discours que l'on qualifie de séparatistes, les discours qui permettent les passages à l'acte terroriste. C'est pour ça que nous avons fait une grande loi, la loi séparatisme, et c'est pour ça que nous luttons pied à pied contre tous les discours que nous considérons comme étant contraires aux valeurs de la France, aux valeurs françaises. Cet imam, je mets des guillemets, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Il appelle finalement à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché S, puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. J'ai signé un arrêté d'expulsion pour ce monsieur, comme je l'ai fait pour 74 autres personnes depuis que je suis ministre de l'Intérieur et qui avaient des discours séparatistes. Cet arrêté d'expulsion a été validé par un juge, un magistrat, dans une commission qui est indépendante. La CEDH elle-même, la Cour qui s'occupe des droits de l'homme au niveau européen, a considéré que c'était à bon droit que nous faisions cette procédure. Je regrette personnellement les motivations et la décision du tribunal administratif de Paris qui considère, pour faire très vite, que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des Français. Je n'ai pas cette opinion. Et c'est pour ça que j'ai fait appel devant notre plus haute juridiction, le Conseil d'État. Les ennemis de la République ne peuvent pas rester à l'intérieur de la République. Et j'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État. Si cette décision était positive vis-à-vis de la décision que j'ai prise, je pense que tous les Français comprennent que nous expulsions ce monsieur, qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français, qui souhaitent une nouvelle fois nier la présence des Juifs sur notre sol, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou considérer que les attentats étaient des complots, n'aient rien à faire sur le sol de la République. Mon devoir, c'est de protéger les Français et rien ne m'empêchera de le faire. Vous en faites une affaire personnelle presque. Ce n'est pas une question d'affaires personnelles. Je suis ministre de l'Intérieur. Mon devoir, c'est de protéger les Français. Et la protection des Français passe par une protection qui ne se fait pas, si j'ose dire, à la légère. Je ne suis pas de ceux qui se découragent. Et j'ai une fonction extrêmement exigeante.
Tant que je serai à mon poste de ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République, mon devoir tous les jours, ce sera de protéger les Français. Je considère que des prédicateurs étrangers, antisémites, qui tiennent des propos qui nient l'égalité entre les femmes et les hommes, qui considèrent que les attentats sont des complots, qui considèrent que les génocides n'ont pas existé ou sont très exagérés, ces messieurs n'ont rien à voir sur le sol de la République. Et j'en tirerai donc toutes les conséquences. Et effectivement, j'en fais une affaire pour la République. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Gérald Darmanin. Il a parlé des rodéos urbains, mais il est surtout revenu sur la non-expulsion de cet imam Hassan Iquissen. Il a martelé plusieurs fois, mon but c'est de protéger les Français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Français s'interrogent. Comment ce prédicateur, avec le CV qu'il a pu obtenir gain de cause auprès du tribunal administratif de Paris? Est-ce que notre droit nous protège suffisamment de l'islamisme et de l'islam politique? Quand il répète plusieurs fois, mon objectif c'est de protéger les Français, est-ce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, par cette décision, le tribunal administratif qui rend les décisions au nom du peuple français, et que 90% des Français partagent la position de Gérald Darmanin, eh bien finalement, en quelque sorte, ce tribunal-là ne les protège pas? C'est une question qui est lourde de sens. Pierre Gentillet. Clairement, oui. Ensuite, attendons, il y a une décision du Conseil d'État. Je rappelle que le Conseil d'État, c'est le sommet de l'ordre administratif. Donc s'il se prononce, ça emportera peut-être jurisprudence aussi pour le tribunal administratif. Mais c'est vrai que si le Conseil d'État donne tort, là, effectivement, on sera sur une solution définitive. Mais il est vrai que, moi, je corrige un tout petit peu ce que vous dites. Notre droit nous protège. Notre droit français nous protège. C'est le droit de la CEDH qui, ici, était utilisé, et au cas particulier, le droit de mener une vie familiale normale, qui a mis de côté la loi française. Ne faisons pas une erreur de diagnostic, c'est l'interprétation, excusez-moi, des juges administratifs qui ont considéré cela. Pardonnez-moi, Pierre Gentillet, on ne va pas faire du technico-technique. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, si on ne donnait pas cet outil pour être interprété au juge, à ce moment-là, l'expulsion se serait faite. L'expulsion se serait faite. Donc je ne dis pas forcément qu'il faut sortir tout de go de la CEDH, mais posons les beaux diagnostics, et typiquement ce genre d'article surinterprété, il faut permettre à la loi de s'appliquer par-dessus. Joseph Touvenel, on a appris ce week-end que c'était un individu qui était fiché depuis 18 mois. On a l'impression que les juges sont hors sol. Nous sommes dans une situation particulière. Le droit, il se fait dans une situation. Je suis désolé, nous sommes en guerre. Il y a des gens qui nous font la guerre, qui tuent sur le territoire national. Le Bataclan, c'est pas si vieux. Les Halimi, Ilian Halimi, c'est pas si vieux. Toulouse, ces enfants qui ont été tués avec leur père devant une école juive, parce que juive, une petite fille récupérée dans la cour de l'école, mes camarades parachutistes assassinés à Montauban, c'est pas si vieux. Nous sommes en guerre. En guerre, on prend des mesures exceptionnelles, y compris par rapport au droit, ce qu'a très bien su faire le gouvernement quand il s'agissait de la pandémie pour nous enfermer chez nous. Et là, rien. Et là, je ne comprends pas que ces juges nous disent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Parce que la vie privée et familiale des personnes que je viens nommer, je ne les ai pas toutes nommées. Je pourrais parler de Nice aussi. Mais bien sûr. Ils ne sont pas atteints dans leur chair, ils ne sont pas atteints tous les jours avec leur mort, les enfants qui ont disparu, les parents qui ont disparu. Ils sont condamnés à vie. Ils sont condamnés à vie. Et là, on nous dit une atteinte... Non. Et je poserai quand même une question, parce que j'ai entendu le ministre. Mais il ne faut pas qu'il court après. Il faut peut-être que le ministre y pense à avant. Que fait-on des 60 mosquées qui ont soutenu cet imam? Donc ça, c'est pas l'avant, c'est le pendant. Oui, mais l'avant, c'est que depuis 2004... Il n'en parle pas. L'avant, c'est depuis 2004 qu'il y a des signalements concernant. Mais si on veut prendre les choses un peu en amont, il faudrait s'intéresser avec urgence à ces 60 mosquées qui soutiennent un imam antisémite, homophobe, etc. Non, mais c'est vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nathan Devers. J'ai un point d'accord et un point de désaccord avec Gérald Darmanin. Le point d'accord, d'abord, quand il dit que la lutte contre l'islamisme, elle passe avant tout par la lutte contre les discours islamistes. À mon avis, c'est le bon diagnostic qu'a fait le gouvernement depuis déjà plusieurs années, qui consiste à dire que, en fait, c'est pas, si on s'intéresse au passage à l'acte, à la radicalisation pratique de l'islamisme, on ne voit pas les conditions de cela, et qui sont vraiment les discours. Ça, je suis d'accord avec vous. On est face à un cas d'école, là. On est face à un cas d'école. Hassan Iquissen, c'est un cas d'école. Exactement. Et là où j'ai un point de désaccord, il est double aussi. C'est, premièrement, il me semble que peut-être Gérald Darmanin a précipité les choses. C'est-à-dire qu'il aurait pu réfléchir à ces
ces obstacles juridiques avant de vouloir mettre en place une décision qui allait en plus le montrer et montrer l'État dans une situation d'impuissance. Et deuxièmement, oui, peut-être le savait-il, alors je ne suis pas dans sa tête, mais et deuxièmement, alors ça c'est pas de sa faute personnelle, mais ça fait 20 ans que ce monsieur tenait des propos de cette nature, il n'a jamais été condamné. Mais je pense qu'il y avait matière, notamment dans certaines vidéos, à l'incriminer pour incitation à la haine. Et je trouve que peut-être on aurait pu mettre en place ces outils judiciaires aussi. Alors là, c'était pas monsieur Darmanin, il y a des élus qui alertent depuis 6 ans également. Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui est dans sa circonscription. Hassani Kouissen, il alerte sur Hassani Kouissen. Et sur l'aspect religieux, mais également sur l'aspect, parce qu'en fait c'est tout un réseau économique également, Hassani Kouissen. Oui, justement. Et il passe pour un pardonnez-moi l'expression, mais un odieux extrémiste, en quelque sorte, lorsqu'il alertait. Il n'était pas écouté, pas entendu. Ben on peut se poser la question de pourquoi il n'a pas été condamné plus tôt. Et puis une dernière remarque, à supposer qu'il soit expulsé demain. Quand même, ces imams-là, la plupart de leurs prêches, de leurs discours islamistes, c'est sur les réseaux sociaux que ça fonctionne. Donc cet individu, vous le mettez n'importe où sur la planète, il a toujours accès à sa chaîne YouTube ou je ne sais quoi, ça va rien changer concrètement. Je ne suis pas sûr qu'au Maroc on le laisse délirer comme ça. Je connais un peu le Maroc. Oui, ça c'est vrai. Et je ne suis pas sûr qu'au Maroc on le laisse délirer et tenir. Pardonnez-moi, il ne délire pas. Hein. Oui, non, il est très. Non, mais je vois ce que vous voulez dire par parce rapport, que vous par considérez rapport à notre bon sens. Votre bon sens est opposé au sien. Les autorités marocaines. Mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Lutte J'ai contre écouté l'islamisme. attentivement ses prêches, du moins sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a un discours très construit, très posé, qui est éloquent, qui arrive à parler à tout le monde. Il est loin d'être dans le délire. Quand je dis délire, je trouve que les propos surtout, en général sont c'est surtout qu'il n'est pas isolé. Enfin, il a une audience. Moi, je crois avoir entendu le chiffre de 300 000 parfois, 300 000 vues. 30 millions de vues au total sur YouTube. 30 millions de vues. Non, mais j'ai envie de dire quelque part, le mal est fait. Enfin, je veux dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, à un moment, il va falloir aussi s'attaquer à l'islamisme politique, au communautarisme de notre pays. Et ça, pardonnez-moi de vous dire, mais c'est pas que c'est un épiphénomène, c'est important. Mais il ne faut pas qu'on se focalise là-dessus. Il faut aborder le problème globalement. Denis Jacob, sur le fait qu'il soit fiché S et qu'il soit, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il dit c'est un individu qui est radicalisé. Oui. C'est-à-dire qu'il présente un trouble à l'ordre public. Les fichiers S, ce ne sont pas des personnes, on ne met pas un fichier S comme ça, j'imagine. C'est quelqu'un qui est surveillé, alors c'est pas forcément quelqu'un qui a commis ou qui va commettre un crime, mais c'est quelqu'un qui peut y participer, en tous les cas, qui a des liens très proches avec les mouvances islamistes et qui pourraient conduire à des actes terroristes, donc il est fiché S, mais... Pourquoi on s'en est pas occupé avant? Mais parce que, monsieur le disait, on est dans un état de droit avec des lois et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et malheureusement sur ce sujet-là, mais d'une manière plus générale, sur la question de l'immigration clandestine, puisque ce monsieur n'a pas la nationalité française, de ce que j'ai compris, en plus il aurait refusé de la prendre à sa majorité, puisqu'il est né en France. Attention, il n'est pas clandestin, il me semble qu'il a un Non, on va revenir sur je parle de cette problématique à laquelle nous on est confrontés au quotidien par rapport à des petits délinquants. Quand on vient sur le territoire français, on a des droits parce qu'on a des devoirs. Il ne faut pas séparer les deux. On a des droits, mais on a des devoirs. Et quand on ne respecte pas ces devoirs alors qu'on n'est pas français, eh bien, il devrait y avoir des mesures d'exception pour renvoyer ces personnes chez eux. Alors après, je sais, légalement, c'est très complexe, notamment ceux qui sont réfugiés. On ne les expulse pas quand ils commettent des délits comme cela. Mais je pense qu'il faut effectivement... Ils sont protégés par la CEDH, ils sont protégés par le droit de la CEDH. Il faut se pencher sur ce débat-là. Mais les fichiers S, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui, pour revenir à votre question, Elliot, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est à l'instant T dangereuse et qu'on va expulser comme ça. On ne fiche pas S n'importe qui. Non, on fiche David Lebars, pardonnez-nous David Lebars, parce qu'on vous a fait attendre et je sais que vous êtes pressé et malheureusement on est obligé de jongler avec l'actualité, les mots de Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez un regard sur cette question et la lutte contre l'islam politique en France? Est-ce que notre droit nous protège suffisamment contre cette nouvelle vague? Vous savez, je vous ai écouté attentivement. On a affaire au droit et il faut rester froid. Je crains qu'on ait typiquement une affaire emblématique de ce qu'est la difficulté et que le système juridique français est par-dessus celui du droit européen. Ça a été très bien dit sur votre plateau. Et moi, je serais très prudent sur l'issue de cette procédure.
Voilà, c'est exactement ce à quoi font face les services de police quand vous interpellez un individu en situation irrégulière, qu'il ait une EQTF, qu'il aille en centre de rétention. Il y a tellement de méandres juridiques et c'est ainsi. Voilà, il faut le respecter. Les députés ont voté les lois. Si des lois doivent être changées dans ce domaine-là, Gérald Darmanin en présentera une. Mais moi, je suis très sceptique sur l'issue de cette procédure. Attention à ne pas en faire un étendard, parce que si au bout il n'est pas expulsé, vous verrez qu'après, ce sera très compliqué politiquement pour le ministre et je ne lui souhaite pas. Vous me permettrez de revenir sur le point d'avant, j'avais malheureusement été coupé. Bien sûr. Moi, je veux juste dire... C'était sur les rodéos urbains, allez-y. Oui, je voudrais juste dire une chose. C'est pas à l'administration d'être courageuse. C'est ni à un commissaire, ni à un officier, ni à un gardien de la paix. Je rejoins Denis Jacob. Il y a une frilosité et il y a des contradictions. Il y a effectivement des notes de service qui nous interdisent de poursuivre. Et vous savez, moi, j'ai connu des petits voyous qui se permettaient de faire des rodéos autour de mon commissariat. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas interceptés, qu'on ne balancera pas une herse sur la route et qu'il n'y aura pas une voiture pour les bloquer. Donc, le courage, il doit être politique. Et s'il y a une loi à changer, c'est celle-ci, c'est donner par la loi la capacité aux policiers de faire des interceptions physiques ou pas. Mais c'est certainement pas sur des injonctions administratives parce que, à la fin, si un policier est au volant de son véhicule avec son équipage qui intercepte et qui a des blessés, d'abord, il y aura une partie minoritaire de la classe politique qui va hurler à la police tue. Et puis de l'autre côté, il y aura la justice et face à laquelle sera l'équipage pour rendre des comptes s'il y a homicide involontaire. Donc il faut protéger nos policiers et si on veut qu'ils fassent les choses, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais si on veut qu'ils fassent les choses, c'est au législateur de lui donner les outils et de le couvrir. Ça, c'est le plus important. Moi-même, en tant que commissaire, j'aurais beaucoup aimé être sur le terrain parfois, mettre des barrages, mettre une herse, voire intercepter ces petits voyous qui parfois peuvent tourner 3 heures autour du commissariat en faisant des doigts d'honneur. Donc ce sentiment d'impunité-là, vous pouvez mettre 1 an, 2 ans, 5 ans sur un rodéo, ça ne changera rien. Dernière précision, sur l'affaire Pontoise, attention, on va être sur des blessures graves où je n'espère pas de l'homicide involontaire, on ne sera plus sur une qualification de rodéo, on sera sur des qualifications criminelles et donc là, la peine encourue sera extrêmement grave. Mais sur le sujet des rodéos, c'est à la politique et au pouvoir politique de prendre son courage à deux mains. Je vous remercie David Lebars et je tiens également à vous remercier parce que c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Ça fait des mois que vous alertez sur cette situation-là, très régulièrement sur notre plateau, avec Laurence Ferrari dans Punchline, où les sujets de sécurité et de police sont souvent relayés. Je le répète, c'est une thématique qui a été mise sous le tapis par nombre de médias qui se permettent après de faire des leçons, mais qui ont mis sous le tapis ce sujet-là et qui se réveillent aujourd'hui parce qu'il y a cette actualité dramatique et cette fille qui est entre la vie et la mort et qui a 10 ans. Mais vous le faites depuis des mois, voire des années. Denis Jacob. Oui, très rapidement. Moi, on est complètement d'accord, David et moi, sur l'analyse, bien évidemment. Si les policiers doivent intercepter les auteurs de rodéo, il faut bien évidemment que le législateur prenne les textes nécessaires pour leur assurer une protection juridique. Si on ne le fait pas, et j'ai saisi l'administration il y a 2 mois là-dessus, 2 mois. Si on ne le fait pas... Mais quand vous dites l'administration, c'est qui? Ça veut tout et rien dire. La direction centrale de la sécurité publique, ça peut être le directeur général de la police nationale. Là, en l'occurrence, j'ai saisi la direction centrale qui m'a répondu se pencher sur le problème de cette note qui interdit aux policiers d'intercepter les auteurs de rodéo. S'il est constaté que des policiers étaient présents, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour intercepter quelqu'un qui fait un rodéo, et que l'individu en question va tuer quelqu'un, il y aura eu une non-assistance à personne en danger et le policier aura une responsabilité pénale, tout comme l'État. Donc à un moment donné, il faut ouvrir un peu les yeux et se dire que potentiellement, les policiers, s'ils étaient présents et qu'ils n'ont pas mis un terme à ce rodéo et que l'individu tue quelqu'un, eh bien ce sera là aussi la responsabilité des policiers qui sera mise en cause. Et l'administration ne pourra... en général, cette fois, ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, puisque moi, je les ai alertés. Et j'attends aujourd'hui une réponse solennelle, alors au mieux du ministre de l'Intérieur, mais à minima du directeur général et de la direction centrale de la sécurité publique, pour qu'on revoie cette note. Et je pense à vos collègues qui, aujourd'hui, dans le Val d'Oise, ont peut-être un sentiment d'impuissance, en disant également, nous, ce qu'on voudrait, c'est intervenir en flagrance, et on ne nous le permet pas. Et c'est parce qu'on ne nous le permet pas qu'il peut y avoir ce genre de
de drame. Il nous reste 5 minutes avant la publicité, et vu que Gérald Darmanin était à Marseille, je veux que vous regardiez ce sujet-là. Parce que certes, c'est bien de mettre des moyens, mais maintenant, il faut que ça avance, et le plus rapidement possible. Marseille est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus criminogène en Europe. Vous allez voir ce sujet dans la cité La Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, où se concentre le plus gros trafic de stupéfiants. Ils ont suivi une patrouille de CRS, vous allez voir les images, c'est-à-dire que vous avez une sorte de checkpoint dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus on peut parler de zones de non-droit. C'est-à-dire que ceux qui font la loi, ce sont les délinquants, ce sont les criminels. Voyez ce sujet de Fabrice Elsner, Sandra Chiombo et Valérie Labonne. Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes, qui permet vraiment aux badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fournis dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site. Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité. Ils viennent ici, à pied, ceux-là, c'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Et la tarification ici, les produits vendus. Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police. À peine on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai très amoindri, la distribution va recommencer dans les mêmes proportions. Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées. Hier soir, on a trouvé un gamin, 16 ans je crois, et 1850 € sur lui. En fait, je pense que l'opinion publique ne se rend pas compte du volume d'argent que ça engendre. Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux. On sait par contre qu'ils s'entretuent. C'est assez étonnant, vous savez, nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux et nous. Et quand ils se font attraper, ils font pas d'histoire. Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers. Nathan Devers. Vous parliez de zones de non-droit, moi j'aurais un autre mot. Pour moi, ce sont des zones mafieuses. Une mafia, c'est un réseau criminel qui s'implante dans un territoire précaire et qui recrute des gens en jouant de leur faiblesse, c'est-à-dire, comme le expliquait dans votre sujet, en allant voir des jeunes, en leur disant « vous n'avez pas de perspective professionnelle, on va vous faire gagner beaucoup d'argent », et qui font après couler du sang. Donc je pose la question de la responsabilité de tous les individus, souvent qui habitent dans les centres-villes, qui donnent de l'argent à ces mafias en achetant de la drogue. Tous les gens qui font ça, nous sommes tous, je ne le fais pas moi, mais je veux dire, nous sommes tous responsables collectivement du financement de ces mafias. Ça, c'est un débat que je lance depuis plus de 10 ans, même avant de créer Alternative Police CFDT. Je portais déjà ces choses-là. Et monsieur le disait très justement, la police toute seule ne réglera rien. On pourra envoyer autant de policiers qu'on veut. Et moi, je ne veux pas le dénoncer. C'est très bien qu'il y ait plus de policiers à Marseille, mais il en faudrait plus en Seine-Saint-Denis, il en faudrait plus dans tous les quartiers de France où on a des problèmes. Tant qu'on ne prendra pas le problème dans sa globalité, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on a démantelé les services publics dans ces quartiers difficiles. On a démantelé la police nationale. Et c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais îlotier dans les quartiers difficiles, à Villeneuve-la-Garenne. Ça veut dire quoi ? Cité. Îlotier. Îlotier, c'est la police de proximité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous patrouillez à pied dans des cités, vous prenez contact avec les populations, les commerçants, qui bien souvent étaient notre première source d'information pour tous les trafics. Oui. Et on avait des commissariats de quartier, des annexes aux commissariats au cœur de la cité. On a tout démantelé à la fin des années 90, début 2000. Et puis, maintenant, aujourd'hui, la police n'intervient dans ces quartiers-là que quand il y a des problèmes. On n'y est pas de manière pérenne. Donc il faut d'une part éradiquer les noyaux durs de délinquance, d'une part que la justice soit très ferme, mais également qu'on ait une véritable politique interministérielle, économique, sociale et de la ville. Où sont passés, ce que j'ai connu moi dans les années 90, les éducateurs et les animateurs sociaux qu'on avait dans les quartiers? Il n'y en a pratiquement plus. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autorité parentale? Parce que ça, c'est un vrai sujet, parce que quand les gamins sont en déshérence dans des quartiers qui sont abandonnés comme ça, que font les parents? Joseph Touvenel. Je peux que souscrire à ce qui était dit. Moi, je peux vous donner un exemple concret sur Marseille. J'ai fait du scoutisme. On a emmené des gamins des quartiers nord et des gamins des beaux quartiers. Déjà, il y avait un maillage social qui était intéressant. Descendre les gorges du Tarn en radeau. C'était le projet de l'année. Donc pendant toute l'année, ils pensent à leur truc, ils fabriquent leur radeau qu'il faut amener dans les gorges du Tarn. Une aventure extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a sorti des gamins de la cité
On les a cadrés parce qu'on les forme, on les cadre, etc., avec une autorité. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire, la loi nous l'interdit. Oui. Et donc, on s'aperçoit qu'on enferme aussi des gamins dans des cités. Et c'est quoi leur vie? Leur perspective. Quelle est l'aventure qu'on leur propose? Rien, si ce n'est se mettre devant des vidéos. Et ça, c'est aussi une des raisons, pas la seule. Cela dit, quand je dis ça, il faut des éducateurs, mais des éducateurs qui savent éduquer et pas déséduquer. C'est-à-dire qu'ils savent dire aux gamins, oui, mais tu as ta responsabilité. Tu n'es pas qu'une victime comme ça immanente. C'est pas vrai. Chacun a sa part de responsabilité. Et quand tu fais le mal, c'est mal et tu dois être sanctionné. C'est aussi simple que ça. La publicité, je vais vous remercier tous les deux, Joseph Touvenel, pour cette première dans l'heure des pros. Merci beaucoup. Toujours en transparence avec les téléspectateurs, avec ce qui se passe en coulisses. Je suis allé voir Anthony Favali, qui est le présentateur de la matinale, en disant, mais il est très bon, Joseph Touvenel, que tu as eu ce matin. Il m'a dit, ah bah, oui, il est très bon, mais ne me le pique pas tous les jours. Donc c'est une promesse que je dois lui faire. Mais vous reviendrez avec grand plaisir, merci Joseph. beaucoup Et puis Denis pour cette Jacob, invitation. merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police et qu'il faut le rappeler, le marteler, quitte à être répétitif. Il faut soutenir les forces de l'ordre et saluer le travail que vous faites au quotidien. Merci. La publicité, on parle de l'imam dans un instant avec de nouveaux invités. Vous restez avec nous, Pierre Gentillet et Nathan Dever.